Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le récap de la semaine. Suivez tout de suite la charpente avec quelques faits qui ont meublé l'actualité au cours de ces 7 derniers jours sur BL Télévision. Cherté du cours de l'Internet au Bénin, le ras-le-bol des populations, associations syndicales et consommateurs. Festival des danses patrimoniales du Bénin, les pépites art, nos vrais ambassadeurs en France. Santé, se nettoyer les oreilles, que faire et ne pas faire. Zoom sur la corruption, Aoudo et Tchanou lancent un nouvel ouvrage. Petit cola, remède ou poison. L'Internet est une nécessité aujourd'hui avec la mondialisation et l'avènement du numérique. Dans leur offre, les opérateurs GSM, sous le coup des impôts, taxes et profits à réaliser, sont obligés de les répercuter sur les services et prestations proposées. Face à cette situation, les populations, les syndicalistes et les associations des consommateurs invitent les gouvernants à une meilleure structuration des opérateurs au Bénin. Suivez cet élément de Uriel Ranou, Hilbert Eda et Gérard Chao. Très abordable sous l'ancien régime, celui du président Boniaï, le coût de l'Internet a drastiquement augmenté sous la rupture. Une situation qui en son temps a occasionné des protestations de la part des populations. L'État, qui dispose du monopole de la fourniture de l'Internet au Bénin, le vend au réseau GSM qui, sous le joug des impôts, taxes et le profit, sont obligés de les répercuter sur les services et prestations proposées. Une situation de plus en plus insupportable pour les populations qui jugent élever le coût de l'Internet malgré les forfaits pratiqués par les réseaux GSM. Comparaison n'est pas raison, dit-on, mais au vu des prix agréés, le Bénin se positionne selon Alliance for Affordable Internet à la 22e place au rang africain sur 80 pays avec 2913 francs CFA par coût du gigaoctet, derrière le Ghana, 2288 francs CFA, le Niger et le Sénégal avec 1942 francs et le Nigeria avec 1529 francs CFA par gigaoctet. Malgré ce positionnement du Bénin, les populations crient leur ras-le-bol et donnent ici leur appréciation. Par rapport au coût des forfaits Internet aujourd'hui dans notre pays, je pense que nous allons forcément trouver ça un peu cher par rapport à ce que nous gagnons. Vous savez que le pays est un peu chaud en ce moment et c'est difficile de trouver les sous pour pouvoir acheter les forfaits Internet. Et quand on regarde par rapport à avant, à combien on prenait les forfaits Internet de 150 mots, 200 mots et autres, c'est beaucoup plus cher maintenant. Mais je pense que nous devons quand même nous estimer heureux parce que les forfaits Internet sont beaucoup plus chers au Togo qu'au Bénin. Donc, moi, je pense que c'est relatif. C'est cher, ce n'est pas cher, je ne pense pas, parce qu'il y a de cela 5 ans, avec 100 francs, vous avez seulement 5 mots. Et bon, il faut dire qu'en ce temps aussi, il n'y avait pas beaucoup l'Internet. Beaucoup ne se donnaient pas aussi comme ça à l'Internet. Quand vous connectez en ce temps, à peine vous trouvez 5 personnes, surtout sur Facebook. Et donc, c'était à 5 mots seulement. Mais avec le temps, comme là, beaucoup ça donne maintenant. Et puis, avec la mondialisation, beaucoup se donnent à l'Internet. Même les vieillards du village, le WhatsApp est devenu aujourd'hui un truc que tout le monde sait utiliser. Et donc, on a vu que des améliorations ont été faites. Parce qu'avec 100 francs aujourd'hui, vous avez non seulement 5 mots, mais au moins 40 mots, si je me rappelle bien. Et puis, c'est vrai, jusqu'à présent, parce qu'au plus nous évoluons, les choses, il y a d'amélioration, mais la cherté de la vie aussi est en train de montrer que, bon, on n'a pas fait grand pas, en fait. Donc, on ne dira pas que c'est un poste, parce qu'on a aussi des pays aujourd'hui où l'accès à l'Internet est complètement gratuit. Et comparativement à ces pays, on pourrait dire que, bon, dans notre pays, l'Internet est vraiment cher parce que, il y a de cela, avant-hier, moi, j'ai fait 500, je n'ai pas fait grand chose, et puis, bon, c'était parti. En dehors des populations, un acteur de la société civile, Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, donne également son impression par rapport aux coûts et services offerts par les GSM. Je n'ai pas les éléments de comparaison, mais quand je regarde un peu, je veux dire les éléments de comparaison dans la sous-région, mais quand je regarde ce qui se passe chez nous, je pense que c'est un peu cher. La communication est chère de façon générale et l'Internet est de plus en plus cher. Comme un néophyte, je dis, on ne peut pas vendre du vent et faire faillite. Et donc, quel que soit le prix auquel les opérateurs vont mettre l'Internet ou la communication au Bénin, ou dans n'importe quel pays, ils ne peuvent pas faire faillite. Alors, pourquoi cette inflation? Je donne un exemple qui nous touche directement ici, à la Bourse du Travail et dans nos maisons en tant que citoyens et utilisateurs de Internet.
Vous savez que jusqu'à il y a quelques mois, on pouvait encore souscrire les abonnements mensuels de 15 000. Ce qu'ils appellent l'option libre. De 15 000. Aujourd'hui, c'est interdit. Vous ne pouvez pas faire moins de 25 000. Donc, ce seul exemple montre déjà qu'il y a une inflation, une augmentation donc, du prix de l'Internet. Et je trouve que c'est une contradiction. C'est une contradiction de la part d'un gouvernement qui est en train de mettre des réformes dans l'utilisation de l'Internet, dans la contribution de l'Internet au développement. Aujourd'hui, il y a plein de choses, plein d'actes administratifs que nous pouvons faire de nos maisons par Internet. Ça veut dire que le gouvernement est dans la posture de quelqu'un qui veut obliger les citoyens à utiliser Internet pour se faciliter un certain nombre de choses dans la vie individuelle, mais également dans la vie en tant qu'administré. Et donc, de ce point de vue-là, comment peut-on comprendre que, dans le même temps, il n'y ait pas d'accompagnement pour faciliter la connexion à Internet? Parce que si vous payez à quelqu'un 40 000, 50 000 aujourd'hui, combien voulez-vous qu'il mette dans la connexion Internet pour lui et sa famille? Pour lui et sa famille, le minimum, donc, c'est d'avoir un truc libre. Et pour avoir un truc libre, imaginez qu'il sorte 25 000 francs de son salaire. Ce n'est même pas tenable. Donc, je pense que là également, et ça fait partie des mesures globales dont je parle pour gérer un peu l'inflation galopante un peu partout aujourd'hui dans notre pays. Le gouvernement doit revoir sa copie. Toujours dans la même dynamique, le président de la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin, Romain Abile Huéou, et Robin Franck Akrombessi, président de la Voix des consommateurs, trouvent que les citoyens béninois ne sont vraiment pas protégés dans ce jeu de pouvoir. La tarification du data, c'est comme un secret de polichinelle, c'est comme un couvent dans lequel on fait des choses et personne ne peut comprendre. Il n'y a que les opérateurs seuls qui peuvent maîtriser la tarification de l'Internet. Parce que l'Internet, c'est une technologie qui n'est pas l'apanage du Bénin. Mais il y a des acteurs qui empruntent des routes pour permettre aux usagers de ce réseau-là de transporter du contenu. Aujourd'hui, on transportait avant du texte, des images. Nous transportons de la vidéo aujourd'hui et d'autres choses. Donc, l'opérateur facture le paquet que l'usager transporte. Même le régulateur a des difficultés pour contrôler ça, pour maîtriser la tarification du data. Donc, mais il faut reconnaître qu'en fonction du marché dans lequel les acteurs se retrouvent, les opérateurs trouvent le meilleur moyen de rendre accessible en termes de coût la tarification de l'Internet. Les pays qui ont de grandes autoroutes, les autoroutes, ce sont les câbles marins, la fibre optique. C'est ça que nous appelons dans ce langage-là les autoroutes. Les autoroutes, ce sont les infrastructures qui permettent qu'un opérateur, lorsqu'il veut vendre du service Internet à des abonnés, il dispose de la capacité pour faire passer beaucoup d'abonnés. Si le marché est petit, l'opérateur paye quand même des droits de passage à l'État, les fréquences qu'il loue, beaucoup de taxes qu'il paye, qui sont des taxes même des fois régionales, des fois se greffent sur le prix unitaire de la facturation. Donc, si nous avons un petit marché, des fois le service coûte cher. Mais quand nous avons un grand marché, le service peut coûter moins cher. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, si nous avons un opérateur dans un pays qui ne fournit que le service de l'Internet, ou deux, c'est des menaces sur le prix. Parce qu'il peut y avoir des ententes illégales sur la fixation du prix. Je ne dis pas qu'au Bénin, il y a des ententes illégales. Mais quand le marché n'est pas grand, le risque que le coût du service soit un peu cher est élevé. Mais le Bénin, quand même, fait du chemin. Nous avons été pratiquement l'un des premiers pays de la sous-région à vendre du service Internet à partir de 1995. Ça fait quand même beaucoup de temps que nous avons mis. Donc les acteurs qui vendent du service Internet au Bénin doivent avoir déjà maîtrisé le marché et mettre en place un modèle de coût qui leur permet de vendre du service à un prix raisonnable aux abonnés
du Bénin. Aujourd'hui, le Bénin, en termes de coût d'Internet, je ne pourrais pas dire qu'il est le moins cher ni qu'il est le plus cher. Ce que je sais, ce n'est pas facile pour les abonnés Internet du Bénin à pouvoir vraiment communiquer librement, comme nous le disons, parce qu'au niveau global, nous sommes battus pour que la communication soit intégrale, totale et abordable, mais le Bénin n'est pas encore à ce niveau-là. Nous n'avons pas fait d'études comparatives aujourd'hui sur les coûts qui sont pratiqués par les opérateurs en termes de fourniture de services Internet. Mais certains pays étaient déjà moins chers que nous. Le premier dans la sous-région était le Sénégal. Mais le référentiel doit être la taille du marché. C'est très important. Le Bénin est particulier souvent dans les coûts de certains services. Je ne peux simplement que dire aux dirigeants actuels de faire des efforts lorsque nous voulons ouvrir le Bénin, lorsque nous voulons promouvoir les nouvelles technologies, pour promouvoir l'agriculture, promouvoir la médecine à distance, promouvoir le marché en ligne, promouvoir l'ouverture des savoirs. Il faut que le coût de l'Internet tel qu'il est pratiqué aujourd'hui au Bénin soit revu. Soit revu afin que lorsque ma soeur qui est au marché de Dantopa, ou mon frère qui est à l'université, ou un ami qui se trouve dans son bureau, dans son cabinet d'études, à la Titengu, s'ils veulent utiliser l'Internet pour apprendre, pour envoyer de l'information, pour rechercher des prix sur le marché, qu'ils puissent l'utiliser à un coût abordable. Parce que sans cette analyse globale sur la diversité des utilisations de l'Internet et sur l'économie d'échelle que cela pourrait avoir, si nous continuons de maintenir les prix d'Internet à ce niveau-là, les opérateurs télécoms vont se faire un peu de marge, mais ils ne feront pas de grande marge. Plus on a du volume, plus on fait des marges. Mais lorsque le volume des utilisateurs n'est pas élevé, les marges sont minables. J'ai des informations sur les chiffres d'affaires qu'ils font par an, parce que je suis aujourd'hui au niveau de la Banque centrale, au niveau du Conseil national de crédit, au niveau de la Banque centrale. Mais ce n'est pas encore aussi élevé. La Suisse est un petit pays. Les opérateurs télécoms de ce pays-là font des chiffres d'affaires énormes. Ils font des marges énormes. Parce qu'il y a une politique tarifaire qui favorise l'utilisation massive du service. Donc c'est important que, sans jeter des pierres à quelqu'un, c'est important que le régulateur regarde de près les coûts de l'Internet en comparaison du niveau de vie, du pouvoir d'achat des utilisateurs, afin que, même si on ne peut pas imposer, puisque les prix, la fixation des prix par les opérateurs est libre. Le mécanisme est encadré juste par le régulateur. Donc, que le régulateur propose un modèle de révision des tarifs de l'Internet aux opérateurs afin qu'ils puissent quand même permettre que les usagers, même si le marché n'est pas grand, l'utilisent abondamment. Vous savez, l'Internet, c'est devenu la denrée à grand usage ou à fort usage. Ça fait partie aujourd'hui des produits de grande consommation. Il n'est pas un secteur d'activité, il n'est pas un besoin vital aujourd'hui dont vous pourriez jouir sans faire recours à Internet. Vous prenez l'accès à l'information tout simple, qui est un droit pour tous les citoyens de la planète. Vous utiliserez Internet pour y avoir accès. L'étudiant, l'apprenant, il a besoin de l'Internet non seulement pour s'informer, mais aussi pour suivre des formations. Vous prenez le coût de vie du Béninois rase le sol actuellement. Et lorsque vous prenez le pouvoir d'achat du consommateur béninois, il ne lui permet plus de vivre.
tout au plus, ils vivotent. Bien entendu, il y a une catégorie de Béninois qui a de l'intelligence financière et qui s'en sort. Mais c'est véritablement une large minorité. Nous avions des tares dans le pays, il faut le reconnaître. Ces tares, on ne peut pas les corriger du jour au lendemain. Donc, il va falloir un temps d'adaptation. Au vu de ce constat amer qui asphyxie les populations, les citoyens, les acteurs de la société civile et les associations de défense des consommateurs invitent le gouvernement et les opérateurs GSM à revoir le coût de l'Internet pour que la révolution numérique soit véritablement amorcée au Bénin. Puisque c'est pour une affaire des opérateurs GSM, je pense que c'est l'État, nos gouvernants qui vont vraiment essayer de voir les impôts pour que nos opérateurs GSM puissent revoir un peu la hausse ou bien les tarifs un peu, parce que c'est les mêmes opérateurs qui interviennent aussi dans les pays dans lesquels nous sommes, disons aujourd'hui que l'Internet est gratuit. Donc c'est parce que les conditions dans les pays, les conditions de collaboration, les relations entre l'État ont été un peu favorables, qu'ils ont pu élargir les choses pour que les tarifs soient abordables aux populations. Propriétaire responsable du bien-être social de tous les citoyens, que le gouvernement puisse également discuter avec les opérateurs et leur imposer un certain nombre de choses. Parce qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec les opérateurs, ils disent c'est parce que l'État nous impose des impôts, nous impose des taxes, etc., que nous sommes obligés donc de réajuster. Donc, le gouvernement doit comprendre qu'à chaque fois qu'il fait une augmentation par rapport aux opérateurs, eux, ils ne payent jamais, ils répercutent ça sur le consommateur final que nous sommes. Et donc, de ce point de vue, c'est un aspect de la gestion, de la gouvernance que le gouvernement doit prendre en compte pour réguler et pour limiter un peu les dégâts. Nous n'avons aucun moyen. Les associations des consommateurs qui sont censées nous protéger, nous on leur fait confiance. C'est à eux de faire ce qu'il faut. Le gouvernement, les institutions de contre-pouvoir, là, c'est eux, ils ont les moyens, le gouvernement met les moyens à leur disposition pour faire le travail. Mais ils n'ont qu'à faire leur travail. Chacun n'a qu'à faire son travail. Nous apportons ce que nous pouvons apporter en tant que citoyens ordinaires. Nous achetons les crédits, nous faisons les choses parce qu'aujourd'hui, on est liés. Sans portable, sans Internet, aujourd'hui, vous ne pouvez rien. Mais maintenant, tout ce que nous demandons, c'est que chacun fasse son travail. Les associations de consommateurs, les institutions qui sont... Que chacun fasse son travail pour que la population puisse trouver. C'est tout ce que nous demandons, ce n'est pas autre chose. Tout le monde devrait savoir, clair à son esprit, que le monde est un endroit impitoyable. Et peu importe votre force, il vous mettra à genoux si vous ne faites rien pour l'en empêcher. Et la même chose a été reprise par Justine Béhanzin, paix à son âme, une arrière-petite-fille de Béhanzin, qui disait ceci. On lui a demandé si dans la vie tu te retrouves face à un problème, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ben toi aussi tu deviens un problème et tu fais face au problème. Nous les Béninois, dans la logique de maintenir la paix, d'être pacifiques, nous finissons par devenir passifs. Et ce qu'il importe aujourd'hui que nous sachions, c'est que réclamer ses droits, ses intérêts socio-économiques n'a rien de non pacifique. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans la rue, de faire des casses, de faire du mal à quelqu'un. Tout ce que nous avons à faire, c'est de réclamer chaque fois et toutes les fois qu'on abuse de nous. Et lorsque nous allons entrer dans la logique de l'action solidaire, qui est la force des consommateurs, il aura suffi qu'à chaque fois que nous décidons d'actions communes, surtout des boycottages, que tous les consommateurs ensemble respectent. Je vous garantis que le jour où nous allons faire ne serait-ce qu'une demi-journée morte avec plus de 5 millions de Béninois qui déposent leur portable, le gouvernement va changer de stratégie. Parce que jusque-là, le gouvernement ne ressent pas encore nos plaintes. Mais si nous choisissons la voie du silence, de la neutralité ou de l'absence, ça veut dire que nous consentons parfaitement
à ce que nous subissons de la part des opérateurs. Parce que le politicien fonctionne comme ça. Il attend de voir le niveau de ras-le-bol du peuple. Quand le peuple dit « nous n'en pouvons plus », le politicien, il ravise et change de fusil d'épaule. Mais tant que nous allons choisir de ne pas être solidaires des actions des associations de consommateurs, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons fait le lit pour qu'on continue de nous voler, de nous piller. Rappelez-vous, MTN Mobile Money est rentré dans nos comptes et a ramassé nos sous des multiples de 500 francs. Nous avons mené des actions, nous avons saisi toutes les autorités. Mais les dirigeants attendent la réaction du peuple. Et tant que les consommateurs ne vont pas se dire « eh bien, si les sous ne retournent pas dans les comptes, nous déposons tous les comptes Mobile Money ». Lorsque nous allons faire ça, vous allez voir, ils vont non seulement rembourser les fonds, mais ils vont réparer les préjudices que nous avons subis. Ce cri de cœur des populations parviendra-t-il aux oreilles des opérateurs et du gouvernement? L'avenir nous le dira. La pépite art de la cité des Aïnovi représente les couleurs nationales en France dans le cadre du Festival des danses patrimoniales du Bénin. Partis depuis dimanche, ils ont été reçus chaleureusement par le maire Rosny-sur-Bois le mardi 17 août 2021. Suivez le point avec Gloria Akoakou et Gérard Chao. C'est dans une ambiance festive que les pépitards ont quitté la terre des Aïnovi Porto Novo pour rejoindre l'aéroport international de Kadiaoun afin de participer au festival des danses patrimoniales du Bénin où ils devront prester les 20 et 21 août 2021 en terre française. Mais avant leur départ pour la France, la bénédiction des aînés étant une valeur intrinsèque au Bénin, un crochet a été fait chez le Ragbé national Sabouron Danielou afin d'obtenir les grâces et derniers conseils de ce monument vivant de la musique béninoise et africaine. C'est une bonne chose quand on fait le travail que nous faisons là et quand c'est bien fait. On a toujours des sollicitations, on a toujours des gens qui ont besoin de nous parce que c'est bien fait. Je ne cesserai de remercier les encadreurs du groupe. C'est eux qui font le plus grand travail. Et si aujourd'hui vous êtes sollicité en Europe, c'est une fierté pour nous les Béninois. Je vous souhaite beaucoup de succès. Continuez de faire ce que vous faites. Vous aurez toujours votre succès. Michel Ndoubessi, administrateur des pépitards du Bénin et chef de la délégation béninoise à ce festival des danses patrimoniales du Bénin, évoque la participation de sa troupe à ce festival. Pépita se rend en France, précisément à Rosny-sur-Bois, pour participer à un festival des danses patrimoniales du Bénin, organisé par l'ONG Akrapi et Flinsor Culture. Ce spectacle, nous allons donner 2 spectacles là-bas. La grande soirée culturelle, c'est-à-dire le 21 août, va consacrer la grande révélation de la culture béninoise dans les Agones. Pépita, comme d'habitude, va revisiter tous les rythmes patrimoniaux de notre pays, du nord au sud. Pépita se fera découvrir la culture béninoise à une plus grande échelle. Et pour qui connaît bien Paris, c'est le grand tournant de la grande promotion quand vous arrivez à un certain niveau dans votre art. Donc on essaiera de tenir très haut le flambeau et nous allons sûrement revenir encore plus grand
et plus représentatif pour d'autres challenges. Les pépitards qui sont partis depuis la soirée du dimanche 15 août 2021 de l'aéroport Cardinal Bernardin Gandhi de Cotonou ont été reçus par le maire Rony Soubois, Jean-Paul Fauconnet. Dans leur échange, le maire a évoqué son implication personnelle dans l'organisation des deux spectacles du 20 et du 21 août 2021. Une assurance pour les pépitards et leurs encadreurs. Quand la jeunesse et le talent sont en synergie, cela ne peut que donner de bons produits. Défendre les couleurs nationales et ramener des lauriers au pays devient du coup la devise du groupe. La nation béninoise souhaite donc bonne chance aux pépitards. L'usage du coton-tige, des plumes et autres objets pour se curer les oreilles paraît simple et banal. Toutefois, cette habitude dans le quotidien de tout être humain n'est pas sans conséquences sur la santé auditive car le nettoyage des oreilles obéit à certaines règles. Suivez cet élément de Uriel Ranou et Cédric Messanvi. Les cotons-tiges, les plumes, les bûchettes d'allumettes, les clés et autres sont autant d'objets qu'utilisent par ignorance et par habitude plusieurs personnes pour enlever le cérumen. Cette substance jaunâtre cireuse sécrétée dans le conduit auditif externe des humains et autres mammifères. Interrogés sur la question, quelques citoyens disent pourquoi et avec quel objet ils se nettoient le conduit auditif dès qu'ils sentent une démangeaison ou une irritation de cet organe de l'audition et de l'équilibre dans le fonctionnement du corps humain. Le coton-tige me permet d'enlever mes déchets d'oreille et ça me permet aussi de me soulager lorsque j'ai un peu de grattage dans les oreilles. Je suis un utilisateur fréquent. Moi, je fais ça très régulièrement. Apparemment, c'est toujours avec moi. J'utilise le coton-tige pour me nettoyer les oreilles et cela me soulage. J'utilise le coton-tige pour me nettoyer l'oreille quand cela m'irrite. Ces différents objets que l'on utilise pour se nettoyer les oreilles ou enlever le trop-plein du cérumen dans le conduit auditif sont aussi bien inappropriés que dangereux pour l'oreille et les éléments qui la composent. Ulrich Vaudouher, docteur en otorhinolaryngologie, nous expose les risques de l'usage de ces objets. Le coton-tige est une tige qui porte du coton. Le coton étant une plante et une plante morte. C'est une plante qui est morte dans les champs, vous le savez depuis combien d'années. C'est donc des micro-organismes, c'est du déchet. Et lorsqu'on l'utilise dans l'oreille, dans ce canal de l'oreille qu'on appelle le méa acoustique externe, on peut y laisser des fibres de coton, sans le savoir, des fibres microscopiques qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Et ces fibres, une fois déposées, vont pouvoir se décomposer naturellement à cet endroit et être source d'infection. D'où la survenue de ces infections que nous appelons les otites externes, qui sont des infections au niveau de l'auricule ou au niveau du méa acoustique externe, qui est ce canal agréable lorsqu'on introduit les cotons-tiges. Voilà les risques principaux auxquels nous nous exposons. Les plumes d'oiseaux portent des microbes. La volaille qui est dans l'environnement, qui est exposée à la poussière, qui est exposée à ces bactéries, à ces virus que nous connaissons, notamment le virus de la grippe dont on parle, tous ces germes sont déposés dans les poils. Et lorsqu'on introduit les poils dans l'oreille, croyant qu'on se fait du plaisir parce que c'est doux, du fait de l'innervation sensitive de l'oreille, c'est doux lorsqu'on introduit ça. Mais de l'autre côté, on laisse des microbes. On y dépose ces germes qui, du fait que c'est un milieu souvent enclavé, c'est un milieu peu aéré qui n'est pas exposé à la lumière solaire, les microbes retrouvent un milieu favorable pour leur multiplication. Du coup, vous ferez facilement ces infections de l'oreille, notamment les otites externes et plus précisément le furoncle, qui sont des abcès qu'on retrouve au niveau de l'oreille du fait de l'infection au niveau des pores, des poils dont je parlais, c'est-à-dire des duvets. Donc, on a à ce niveau ces infections
qui vont entraîner cette douleur auriculaire qu'on appelle otalgie. Si le coton-tige, la plume et autres sont autant d'objets inappropriés pour la bonne santé des oreilles, que fait alors lorsqu'on ressent une démangeaison ou qu'on veuille se nettoyer le conduit auditif? Le docteur Ulrich Vaudouhet nous explique le comportement à adopter en de pareilles circonstances afin d'éviter des maladies liées à l'oreille. L'oreille s'auto-nettoie. L'oreille se nettoie naturellement. On n'a pas besoin d'apporter quelque chose de plus. L'oreille s'auto-nettoie comment? Nous avons les duvets dont je vous ai parlé, qui capturent les particules microbiennes et qui les empêchent d'aller plus loin. Première chose. Deuxième chose, le canal que nous appelons le méa acoustique externe, c'est un canal qui est dynamique, qui a des mouvements ondulatoires de l'intérieur vers l'extérieur de façon permanente. Lorsque nous mangeons, lorsque nous parlons, lorsque nous baillons, tous ces mouvements permettent d'expulser le trop-plein de cérumen. Sinon, le cérumen a bel et bien un rôle dans l'oreille. Enlever le cérumen expose à des maladies. Donc, il faut éliminer essentiellement le surplus de cérumen. Et ce surplus s'enlève naturellement du fait des mouvements que nous faisons. Il faut vous dire, l'oreille peut arriver à gratter. Et dans ce cas, si l'oreille gratte du fait de sa sensibilité, nous pouvons faire des mouvements d'appui, de pression sur ce que nous appelons le tragus. Le tragus, c'est ce petit cartilage que nous avons au-dessus, en avant de notre oreille. C'est ce petit cartilage que nous appelons le tragus. En faisant des mouvements, des expressions sur le tragus, nous pouvons soulager les douleurs ou les grattages que nous avons au niveau de l'oreille. Une oreille qui coule, une oreille qui fait mal ou une oreille qui n'entend pas bien mérite d'être examinée par un médecin spécialiste en otorhinolaryngologie. Chers internautes, vous êtes avertis. Faites désormais attention à vos oreilles et ceux de vos enfants pour garder toujours une bonne audition, quel que soit votre âge. Traqués de toutes parts sous la rupture, la lutte contre la corruption et les nombreux procès à la criette sont scrutés par deux journalistes d'investigation à travers un ouvrage de 378 pages. François Aoudo et Michel Tchanou, les auteurs, font mention de l'engagement du président Talon contre la corruption et les nombreuses affaires de corruption jugées par la criette. C'est ce travail d'enquête que les auteurs offrent en lecture aux Béninois et aux lecteurs amoureux de la plume sous le titre « Lutte contre la corruption sous la rupture, réforme et grand procès ». Suivez ce numéro de BL Télévision avec Arnaud Koumondi et Hamzar Kouakane. Lutte contre la corruption sous la rupture, réforme et grand procès. Voilà le titre de l'ouvrage écrit par François Aoudo et Michel Tchanou, sorti officiellement ce mardi 31 août 2021 au Palais des Congrès de Cotonou. Présenté par Wilfried Adoun, journaliste, cet ouvrage d'investigation émanant d'éminents journalistes raconte l'approche de la rupture à l'encontre de ce fléau qui gangrène notre société. Comparaison n'est pas raison, mais la rupture a su raison garder pour véritablement dompter ce monstre aux tentacules multiples qu'on appelle la corruption. De 318 pages, il y est fait mention de l'engagement du président Talon et les nombreuses affaires jugées par la criette. C'est ce travail d'enquête que les auteurs François Aoudo et Michel Tchanou offrent en lecture aux Béninois et aux lecteurs amoureux de la plume. Sans avoir la prétention d'avoir tout cerné, François Aoudo, auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages, nous livre le parcours du livre, sans oublier de saluer la coopération des personnes et services de l'État qui leur ont permis d'avoir accès à certaines informations. Je m'en voudrais de ne pas préciser en mon nom et au nom de mon collègue Michel Tchanou que, au-delà de ce qui a été dit tout à l'heure, avec votre permission, il y a un homme qui est quelque part tapis dans la salle, qu'on appelle Gilbert Togono, qui a été le procureur spécial de la criette pendant la période que couvre cet ouvrage. Nous voudrions ici publiquement le remercier pour nous avoir permis de comprendre ce qu'il est permis de comprendre. Ensuite, je ne veux trahir aucun secret. Quand vous regardez dans la salle, vous verrez qu'il y a 3 personnes qui représentent la douane dans cette salle. Et pas des moindres, c'est de hauts responsables de la douane. Nous avons aimé le fait que la douane spontanément nous ait dit
Il n'y a rien à cacher. Nous pouvons vous dire ce que nous détenons. Vous irez chercher ailleurs, vous allez croiser les chiffres. Il y a une troisième institution. Je ne sais pas si son représentant ou ses représentants sont dans la salle. C'est les impôts. Aussi. Je crois que de ce côté également, c'est la première fois que j'ai pu voir qu'on se pointe vers une administration comme celle-là et que les portes puissent s'ouvrir finalement. Bon, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, même s'ils ne sont pas là, qu'ils soient informés qu'ici nous avons reconnu publiquement qu'ils ont joué leur rôle. J'aurais pu commencer par quelqu'un, je finis par lui et il comprendra que c'est ça aussi la responsabilité. Il faut finir avec les autres avant de l'aborder. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle est dans cette salle. Monsieur Joseph Diogbenou. Pourquoi je m'intéresse à lui? Parce que quand vous prenez ce travail qui a été fait, c'est vrai, nous ne l'avons pas rencontré, parce que ses fonctions actuelles ne lui permettent plus de parler. En d'autres temps, on serait allé vers lui. Mais quand vous regardez le travail qui a été fait, les réformes, leur mise en œuvre et autres, il se fait, je ne sais pas si c'est la Providence qui l'a voulu ainsi. Il était président de la commission des lois à l'Assemblée nationale quand la plupart de ces réformes-là, les lois ont été votées sur la plupart, ces réformes-là, les lois sur ces réformes ont été prises. Même son de cloche de Michel Tchanou, co-auteur qui, quant à lui, a attiré l'attention de l'assistance et des sociologues sur ce mal qui semble être intrinsèque à notre culture. Je crois que dans nos traditions, il faut interroger, il faut que les sociologues interrogent nos traditions. Par principe, on dit qu'on ne regarde pas la bouche. Quand on a quelqu'un qui a un ami sur le pommier, le manguier ne mange pas des fruits, des bruyères. Féoufou Bain disait qu'on ne regarde pas dans la bouche des grillères d'arachide. Celui qui va manger un peu. Et nos traditions même, c'est cela. Les fonds d'abomé, on ne peut pas aller chez un dal les mains vides. Hein. Ils ont une bureau, est-ce que ce n'est pas les sociologues? Est-ce que la corruption, ce n'est pas consubstantiel à... Ce n'est pas un problème qu'il faut que nos traditions interrogent. Et si nous devons faire la République comme les autres, je ne sais pas si peut-être il faut regarder notre manière. Mais la République a ses traditions. Et nous avons fait le remède de l'abus, n'est toujours de l'abus. Hein. Le mal arrivé à un certain point s'égorge lui-même. Nous avons abusé, on en est là. Présent à ce lancement, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a salué l'ouvrage et le travail d'investigation des deux auteurs. Ma présence ne doit pas étonner. Elle a une double signification. La première, c'est en forme de témoignage à des amis. Wilfried, François, Michel et d'autres ici savent bien qu'il y a un parcours et savent aussi que ceux qui sont en face, les auteurs et le présentateur, sont des coutumiers du fait qui est bien présenté. Et c'est pour cela que il m'a paru nécessaire, en souvenir de ce parcours, mais aussi en admiration du courage qu'ils ont et qu'ils renouvellent toujours en exerçant leur profession, il m'a paru nécessaire de venir les saluer. Le président du parti Mouel Bénin, Jacques Ayadi, ne dira pas le contraire, mais a pris le soin de rappeler aux journalistes qu'ils doivent être cette conscience qui rappelle à l'ordre le politique quand il fait mal et qui salue le travail quand il est bien fait. Je suis venu vous dire simplement qu'il faut continuer à faire ce travail-là. Parce que, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, il a été mal compris par mes amis journalistes qui m'ont aidé à mener, à devenir ce que je suis au Bénin. Ils ne m'ont pas compris parce que je voudrais d'une presse qui assagisse la classe politique. Et pour que la classe politique puisse être assagie par la presse, il faut que notre presse aille au-delà de la communication.
tout en étant d'avis avec le président de la Cour constitutionnelle Joseph Diogbenou et le président du parti Moël Bénin Jacques Ayadji. Aboubakar Takou, journaliste et promoteur du groupe de presse Le Bénin Libéré, a tenu à rappeler le devoir des politiques à l'endroit des médias qui sont des entreprises de presse. Des deux interventions, à savoir celle du professeur Diogbenou et de mon grand frère Jacques Ayadji, j'ai vu deux procureurs chargés de la presse. Je voudrais me porter en avocat pour faire une plaidoirie. Chers amis, je souhaite que vous soyez nos porte-voix à l'endroit des gouvernants afin que la presse, les journalistes soient réellement pris en compte et que la HAC, dans sa régulation, soit dit en passant, puisse réellement réguler afin que le marché très réduit de la publicité soit réellement distribué au niveau de tous les organes. Vous ne pouvez pas avoir des journalistes crédibles, travailleurs, des mangeurs d'enquête dans ce contexte de paupérisation généralisée des hommes des médias. Que le pouvoir en place nous aide à faire mieux. Que le pouvoir en place fasse en sorte que le métier de journalisme soit réellement allégé afin que non seulement on puisse avoir accès aux sources d'information, mais que nous ayons le ventre suffisamment rempli pour tenir, car la corruption, c'est aussi lorsqu'on a trop fait qu'on devient une victime de cette corruption. Je vous remercie. Plusieurs autres intervenants ont salué la sortie de cet ouvrage qui, une fois encore, rappelle que la lutte contre ce fléau qu'est la corruption est une bataille quotidienne pour véritablement conduire notre jeune démocratie vers le développement. La cérémonie a pris fin par la dédicace des auteurs aux premiers détenteurs du livre. Le petit cola, scientifiquement appelé Garnicia Cola, est une noix amère vendue à Cotonou et un peu partout au Bénin. Les citoyens qui la consomment lui attribuent plusieurs vertus. Mais ce petit fruit possède-t-il vraiment les vertus qu'on lui donne? Suivez cet élément de Arnaud Koumondi et Gérard Tiao. Consommé par un grand nombre de personnes, le petit cola, scientifiquement appelé Garnicia Cola, est un petit fruit vendu au niveau de plusieurs carrefours de la ville de Cotonou par des enfants, adolescents et femmes qui vantent les vertus de ce fruit. Le petit cola fait assez de choses dans le corps. Premièrement, il est bon pour le foie. Il agit également sur le diabète. Il améliore aussi la vue. C'est un fruit qui soulage sur plusieurs plans. Très apprécié et de plus en plus cher, compte tenu de la demande croissante, le petit cola est consommé par tous, mais majoritairement par les hommes qui lui donnent plusieurs vertus en matière de santé. Aphrodisiaque selon certains, et pour d'autres efficace pour le traitement du diabète, les maux d'yeux et bien d'autres pathologies, les avis divergent d'un citoyen à un autre. Chacun y va de son expérience, de ses fantasmes et de sa connaissance ou information qu'il a reçue de ce petit fruit. Quand tu souffres du paludisme, prends le petit cola sec ou frais, mais de préférence frais. Tu le mets dans une bouteille, puis tu ajoutes de l'eau d'acassa fermentée. Tu laisses reposer un peu, puis tu prends un verre en bambou matin, midi et soir pendant 3 jours. Si vous le faites une fois à l'hôpital après analyse, on ne verra plus rien dans votre sang. Je l'ai adopté parce que je souffrais de l'hypertension artérielle. J'en ai parlé autour de moi. On m'a indiqué la recette du petit cola coupé en morceaux, mélangé à du sucre et du vernonia biologique, le tout dans une bouteille. Je l'ai fait aujourd'hui, je vais bien. Quand tu souffres de la maladie de foie, consomme le petit cola et ton foie fonctionnera normalement. À part cela, ça aide bien à aller à la selle. Moi, je le prends pour mes yeux. Il me nettoie les yeux et me permet d'avoir une bonne vue. Pour Alpha Mustafa, exorciste phytothérapeute spécialiste des plantes, le petit cola, sans aucun doute, est un fruit qui possède un large spectre de vertus pour soigner plusieurs maladies physiques comme spirituelles. Le petit cola est un fruit vertueux qui guérit beaucoup de maladies qu'on ignore. Nos ancêtres en savaient quelque chose.
Il agit sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Il guérit des maladies de la gorge comme la toux. Il lave l'œsophage et dans l'autre cas, il guérit aussi les maux durs. Il suffit de l'écraser, d'y ajouter un peu de sucre, presser et de mettre quelques gouttes de cette eau sur les yeux. Le petit cola facilite la menstruation chez la femme et régularise le cycle si l'on le prend sur une période donnée. Il agit également sur le plan spirituel, comme je l'ai dit, mais on ne pourra pas tout dévoiler ici. Côté spirituel, Cependant, dans la consommation, les citoyens doivent faire attention car l'abus ou la mauvaise utilisation du petit cola peut avoir des conséquences sur la santé de l'individu. En tant que phytothérapeute, nous alors pas les bucuyo et nous doit acide. Nous les bucuyo nous doit acide de tolère de polopo. Et ouais zombo. En tant que phytothérapeute, nous disons que chaque élément a son degré d'acide et c'est pour cela qu'on conseille souvent une dose donnée des composants de nos médicaments afin d'atténuer l'effet acide. Le petit cola, à force de trop le consommer, l'acide qu'il contient peut avoir des conséquences sur la santé à la longue. Nous est consommé sous poton et nana revers des photos santé dit à la longue. Et ouais zombo. Minondo du que c'est pour cela que nous demandons aux consommateurs de prendre conseil avant de consommer. Il faut toujours demander conseil pour que la consommation ne pose pas un problème de santé partiel ou sur le corps en général. D'abord à son phytothérapeute, un spécialiste du domaine, pour que ayena honso ni mawa causer souci de vodo rien dit abinima causer souci de vodo akbaza dit en général. La médecine moderne qui elle table sur une étude scientifique de la composition chimique et des principes actifs de ce fruit ne réfute pas la thèse des vertus qu'on lui attribue. Toutefois, elle met en garde les citoyens sur les dommages que la consommation abusive de ce fruit pourrait avoir sur la santé de l'homme. De façon empirique, en regroupant les expériences, les informations de part et d'autre, c'est avéré que ce produit a certaines vertus thérapeutiques. Et notamment la lutte, c'est un coup pour fin chez certains. Et par expérience, j'ai constaté que chez beaucoup de malades qui prennent ça là, quand ils ne veulent pas beaucoup manger là, ils prennent ça. Et ça leur permet de tenir longtemps dans la journée. Ce produit étant un excitant, ce n'est pas conseillé de le prendre tous les jours comme la population. Et tel que vous l'avez dit, il va falloir que la sensibilisation aille dans ce sens parce que, comme je l'ai dit, aucune étude n'a prouvé que c'est efficace dans tous ces domaines-là, que les modalités thérapeutes auxquelles ils font allusion. Donc il va falloir, comme on l'a dit, et ça je pense que votre reportage va également un peu dans ce sens, pour que progressivement on en vienne là, pour que les gens sachent que c'est pour leur santé, mais il ne faudrait pas qu'en consommant là, ils se créent d'autres problèmes de santé. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce condensé d'actualité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition.